C'est marrant, on discutait avec un de nos grands copains communs avec Jean-François, Jean-Luc Vibo, qui est un entrepreneur un peu fou furieux de tout ce qui est exploration, justement, donc exploration des déserts, exploration, et qui notamment est le représentant de Virgin Galactic, donc l'une des sociétés de tourisme spatial représentées en France, et qui disait, mais c'est marrant quand même, il y a une demande très forte pour le suborbital, il y a une demande très forte pour le désert, ce truc marche très bien, comment est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose quand même pour le marin, hein, comme disait l'amiral Rousseau, comment est-ce qu'on peut aller les inciter à aller marcher au fond, là, il y a les fonds, on peut... Ouais. Je suis sûr que dans les décennies qui viennent, il y aura des expéditions pour touristes pour aller chercher les vestiges de Mir, la station spatiale au large des Fidji. Ça coûte encore cher, c'est un peu compliqué parce que c'est plus dur, mais je suis sûr qu'il y aura du tourisme sous-marin pour aller chercher ce qui a volé dans l'espace. Et c'est exactement ce qu'on se disait avec Jean-Luc, justement. Et donc, on s'est dit, ben, il faudrait regarder un peu quels sont les éléments, finalement, qui dirigent aujourd'hui un peu cet engouement vers l'accès privé à l'espace. Donc, très rapidement, une rapide définition, on parle bien, il y a deux types d'accès à l'espace. Il y a l'accès orbital, donc on va là-haut, 400 km d'altitude, je me mire la station, etc. Donc c'est une orbite stable, la mission peut durer... alors pour des participants privés, c'est typiquement une semaine. Pour d'autres privilégiés, c'est beaucoup plus long. Hein, mais bon, l'offre actuelle est très, très limitée. Et puis, rares sont les privilégiés. Bon, il y a Franck et Jean-François parmi nous ce soir, mais je sais pas, pour le moment, vous en êtes à 450 depuis le début. Hein. 550, d'accord, j'ai raté les 100 derniers. Ok. D'accord. Et puis après, alors, il y a ce qu'on appelle l'accès suborbital. Alors, suborbital, c'est un mot un peu barbare, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si vous lâchez votre stylo, il suit une trajectoire suborbitale. Mais donc là, l'idée, c'est de dire si vous dépassez l'altitude de 100 km, vous êtes dans l'espace. Et donc l'idée, c'est d'avoir des petits véhicules qui permettent juste de faire une virgule, hop, passer dans l'espace et vivre se croire astronaute, pendant quelques minutes. Hein. Et là, il y a une demande très forte. Bon, les deux familles donc sont très complémentaires et différentes. On les étudie maintenant depuis plus de 30 ans, l'histoire de l'accès suborbital. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Donc, il y a eu Bill Nelson et puis qu'il était Jack Garn qui ont volé. Il y a eu un journaliste japonais également. Mais ceux-là, ils ne sont pas à compter. Ce ne sont pas, dans notre jargon, ce ne sont pas vraiment des participants privés parce qu'ils n'ont pas payé eux-mêmes leur billet. C'est pas des explorateurs, entre guillemets. Hein. Là, c'était des... donc, bon, il y a eu beaucoup de projets d'hôtels orbitaux. Il y a eu des projets à l'époque qui faisaient rêver, hein, qui étaient voilà, par exemple une chouette navette d'Astrium dans laquelle il y avait quand même pas mal, voilà, le plan de cabine. Bon, j'ai toujours dit que perso, je voulais bien un hublot et ne pas être juste au milieu là, mais bon, ok. Il y avait des projets japonais donc pour aller dans l'espace, comme ça, le Kanko Maru qui était assez beau également avec une cinquantaine de passagers. Bon, des développements hors de prix. Des risques techniques très importants, c'était pas crédible, c'était toujours pas vraiment crédible. Et donc l'accès orbital de masse semble aujourd'hui quand même bloqué par l'absence de solutions crédibles à moyen terme. Pourtant, il y a eu plein de commercialisation. Hein. À un moment, vraiment, le business tournait grâce aux agences de voyage. Donc, il y en a eu pas mal. Il y a eu Space Adventure qui avait commercialisé le premier vol pour Denis Tito en orbite. Il y a eu Mark Shuttleworth qui est parti. Alors, lui, c'était avec Mircorp. Hein. Il y a même eu, par exemple, les Suédois, Scandinavian Connection to Space, hein, donc qui tous proposent donc justement une ouverture de domaine qu'on pourrait sans doute aller, là on fait le parallèle avec la mer, hein, on peut sans doute essayer d'imaginer une ouverture de domaine. Donc ça commence par, vous faites la plongée, une plongée, vous faites même pas le masque tuba, hein, voilà, puis après vous allez un peu plus loin et on va marcher, et puis effectivement, comme tu dis, on va chercher les vestiges de Mir ou autres. Hein. Bon, le marché
Pourtant, le marché est là. Hein. Ça, c'est une vieille étude, Beach 97, qui était menée par le regretté Werner Inden, si certains d'entre vous s'en souviennent, et qui avait regardé donc le nombre de passagers par an prêts à payer combien. Hein, et ça donnait la courbe rouge, ici, pour aller passer une semaine dans l'espace. Hein, alors là, en orbite. Et son diagramme est intéressant. Donc, par exemple, là, on sort que 100 000 personnes par an étaient prêtes à payer $100 000 pour aller passer une semaine en orbite. Malheureusement, la demande y était, l'offre y était pas. Hein, et l'analyse était intéressante parce que, par exemple, on peut comparer ici avec, alors ça, ce qui est réellement réalisé, le nombre de croisières de luxe. Hein, c'est toujours épatant de voir qu'il y a plus de 5 millions de passagers par an dans les croisières de luxe qui payent jusqu'à 40 000 ou 50 000 dollars pour la croisière. Donc, très forte demande, il n'y a pas l'offre. Pardon. Oui, très forte demande, il n'y a pas l'offre. Allez, d'accord, tu me donneras les éléments. Ouais. Oh, c'est cher, ça, non? D'accord. Bon, normalement, il y en a eu quand même. Hein. Il y en a eu 7 aujourd'hui, enfin 8 vols. Il y en a eu un qui a volé 2 fois. Mais bon, c'est quand même les privilégiés. C'est quand même un épiphénomène. C'est limité par la taille et la cadence de production des Soyouz. Et puis, bah, c'est des vrais astronautes hein, qui se sont entraînés, je ne sais plus, 6 mois, 4 mois. 4 mois. Donc, bon, entraînement significatif et contraignant. Hein. Bon, donc la conclusion aujourd'hui vis-à-vis de l'orbital, ben, c'est non, avant d'arriver à un accès de masse vers l'espace, il faut sans doute passer par les vols suborbitaux. Hein. Donc là, à nouveau, le parallèle avec la mer, je pense qu'avant d'aller chercher les vestiges de Mir, il faudra probablement passer par des étapes intermédiaires avant. Donc les vols suborbitaux, ça a réellement décollé grâce à l'initiative qui s'appelait le concours X-Prize, hein, qui était lancé en 1996, doté de 10 millions de dollars, d'ailleurs qu'ils n'avaient pas au début, hein, et d'un très joli prix, hein, voilà, sous l'impulsion de Peter Diamandis, qui est un gars extrêmement dynamique justement sur ce type d'initiative. Il fallait emporter 3 passagers à plus de 100 km d'altitude, donc hein, aux frontières de l'espace, ramener le véhicule et les passagers intacts, refaire la même chose dans les 2 semaines qui suivaient, en se resservant à 90% du véhicule, et puis naturellement privé, hein, donc pas d'agence étatique. Il y a eu 26 concurrents officiels un peu dans tous les genres. Il y avait même une soucoupe volante. Enfin, c'était intéressant. Et le gagnant a été ce petit véhicule, le Spaceship One. Très joli petit véhicule dessiné par Burt Rutan, un ingénieur de génie, propulsion hybride, etc. Bon, voilà un peu les détails. Donc l'idée, c'est qu'il décolle sous un avion porteur White Knight One et il est largué ici, puis il allume son moteur, il tire sur le manche, il monte à la verticale. Et après extinction du moteur, il continue sa parabole sur sa lancée et il redescend ici, il tourne un peu, il revient atterrir. Donc ça, l'exemple de X-Prize est intéressant parce que c'est peut-être ça qui manque quelque part, par exemple à nouveau dans le parallèle avec la mer. Hein. C'est peut-être ça, il manque peut-être une initiative genre X-Prize, il manque peut-être quelque chose, il manque peut-être une ouverture. Hein. Quand Diamandis a proposé X-Prize, personne n'y croyait. Enfin, on disait ça en rigolant. Bon, son truc, 3 passagers à 100 km, on n'y croit pas. Et finalement, ben, ça a marché. D'ailleurs, ça a marché. Est-ce que j'ai mis la date? Ça a marché le 4 octobre 2004, hein, qui était le 4 octobre, qui est une date célèbre dans nos milieux, puisque c'était l'anniversaire de Spoutnik. 2004. Et puis, bah, depuis, bon, ça c'était 4 octobre. Depuis, il y a eu pas mal d'autres véhicules, on va venir dessus. À ce stade, on peut se poser la question qui est fondamentale, et qui est fondamentale également pour l'exploration marine, c'est quelles sont les motivations, finalement. Si on cherche à parler, je parle terre à terre, hein, si on cherche à parler marché de l'exploration, c'est quoi, pourquoi, quelles sont les motivations, tu les as très bien expliquées. Il y a le côté astronaute, hein, la vie en apesanteur, hein, donc peu de temps, certes, vision de la Terre, hein, vision du ciel, bon, puis l'impact sur les jeunes, c'est très important, hein, Dream is Alive, encore, et toujours cette histoire d'approche progressive vers l'orbite.
Ça, c'est le côté noble, je dirais. Malheureusement, il y a également pas mal de motivations moins nobles, entre guillemets, et dont il faut absolument tenir compte, qui sont culture de différence. Par exemple, le shoot d'adrénaline, vraiment. Et ça, je pense qu'on le retrouvera tout à fait dans l'exploration. Vous parliez de la complexité que ça peut représenter. Et donc, vraiment, le sentiment, c'était très dur, mais je l'ai fait. Et ça, et on le voit bien, on le sent bien dans les candidats. Bon, également l'affirmation de son rang social. Moi, je suis toujours méchant avec Paris Hilton, mais par exemple, dans les premiers candidats se trouvait Paris Hilton. À mon avis, c'est très important d'essayer de comprendre sa motivation. C'est quoi? Est-ce que c'est le bébé qui explore derrière le piano, comme tu disais, ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui voulait avoir son nom bon. Ça, c'était une étude qui avait été faite par Astrium en 2011, justement pour essayer d'identifier correctement, complètement, tout ce qui était motivation. Et ce qui est très important là-dedans, c'est finalement le résultat est bluffant. Parce que le résultat, bon voilà, il y a 3 études, Zogby en 2002, Futron en 2006, menée pour le compte de l'ESA, et l'étude plus récente, 2010, d'Astrium. Bon, en horizontal, en abscisse, ici, vous avez le nombre d'années. Ce qui est phénoménal, c'est de regarder, en ordonnée, c'est le nombre de passagers par an. En 2002, il l'estimait, allez, dans 10 ans après le début, vous avez 10 000 passagers par an. Là, 10 ans après le début, non, 20 000 plutôt. Là, l'étude Ipsos, c'est plutôt, on tourne les 75 000 par an. Et donc, voilà l'émergence de quelque chose qu'on ne comprend pas bien et qui est fondamental. Bref, du point de vue du message, à nouveau, au point de vue du parallèle avec la mer, voilà quelque chose qui n'existait pas, qui a été lancé par quelques farfelus, entre guillemets, où tout le monde en rigolait en disant ça peut pas marcher, et qui prend, et où finalement il y a une demande qui est phénoménale. Alors à nouveau, demande, quelle est l'offre? Donc là, il y a pas mal de véhicules qui sont en cours de développement. Bon là, je vais passer vite parce que pas mal de véhicules qui sont en cours de développement. Alors les paris vont bon train. On a eu un pari justement avec Jean-François et quelques copains sur qui sera le premier. On a beaucoup parié longtemps sur X-Core ici. Bon, bien sûr Virgin Galactic 2, X-Core. C'est peut-être New Shepard. Parce qu'ils viennent de faire leur 4e vol avec une simulation de panne et tout. Donc, bon, voilà. Ce qui est amusant de constater, c'est qu'il n'y a pas 2 concepts identiques. Donc, il n'y a pas la solution forte. Pareil pour la propulsion, qui est vraiment l'élément fondamental là. Autant vous, c'est tout ce qui est scaphandre, mélange, hélium, hydrogène, etc. Nous, c'est vraiment la propulsion. Quel est le type de propulsion sûre et autres pour monter là-haut? Bon, puis après, il y a tous les aspects que tu as abordés abondamment, tout ce qui est aspects médicaux, psychologiques, physiologiques, ergonomie, dont il faut tenir compte dès le début, tout ce qui est contraintes physiologiques, contraintes psychologiques également. Donc il y a à nouveau ce sentiment de je vole, je réalise mon rêve majeur. Ça peut mal se passer en fonction du stress, en fonction des confinements, justement. Les risques médicaux, les exigences d'habitabilité. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que les études qui ont été menées là-dedans montrent que on n'a pas besoin d'être un surhomme pour aller là. C'est quelque chose qui est beaucoup moins contraignant que le vrai astronaute orbital. Et que la plongée, bien sûr. D'ailleurs, là, il y a réellement un parallèle avec la plongée qui est très fort. Bon, après, je passe rapidement sur les aspects juridiques, assurance, réglementaire. Réglementaire, ça, c'est très important, le côté réglementaire, parce que pour développer quelque chose qui n'existait pas, pour développer l'exploration du XXIe siècle, comme on le dit là, il faut ouvrir ces domaines-là. Il faut des bases, donc les ports spatiaux, dans le cas particulier, ou bien des bases adaptées pour les futures explorations marines, etc. Donc, il y a énormément d'initiatives en ce moment. On en compte au moins une quinzaine, alors plus ou moins
bien avancé ou pas. Et surtout, il y a le risque. Donc ça, vous en avez parlé tous les deux, vous l'avez cité tous les deux. Et ça, c'est un élément fort, fondamental à prendre en compte. Et c'est pareil, donc vraiment côté mer. Par exemple, là, j'ai juste parlé du risque lié à la propulsion. Dans les meilleurs des cas, aujourd'hui, une propulsion fusée, la propulsion fusée, c'est compliqué. C'est des moteurs qui ont des très hautes températures, des hautes pressions, qui ont une légère tendance à vouloir exploser si ça se passe pas bien, quoi. Et quand même, quand on explose, il faut réussir à récupérer le véhicule, à récupérer ses passagers et autres. Donc ici, vous avez par exemple le tableau factuel de la fiabilité observée en propulsion solide et liquide, 97%. Donc là, le factuel, c'est dans 3 cas sur 100, on a un problème. Alors maintenant, essayons d'imaginer, on peut avoir on fait des progrès, donc ça se limite à dans 1 cas sur 100, on a un problème. Le problème n'est pas forcément majeur. Le moteur s'éteint, on rentre. Donc mettons dans 1 cas sur 1000, on a un problème significatif, une explosion. C'est pas forcément fichu pour autant. On peut quand même avec une explosion à l'arrière du véhicule, s'il a été bien conçu, on peut récupérer le véhicule et ses passagers. Alors mettons dans un cas sur 10 000, là on a une explosion majeure, significative, on perd l'équipage. Alors tant que c'est des astronautes comme Franck ou Jean-François, ils savent les risques qu'ils prennent, pas de problème. Quand on parle de mes 75 000 passagers par an de tout à l'heure, si j'en perds 10 par an, chaque fois, ça fait un peu négligé, quoi. Donc c'est là où réellement, aujourd'hui, l'un des points fondamentaux sur lesquels on travaille, par exemple l'Airbus, la priorité avec son moteur pour Spaceplane, c'est bien ça, c'est vraiment essayer de faire des progrès très très significatifs en fiabilité. Bien, et puis donc il y a la tolérance aux accidents, qui est... je vais passer rapidement. Oui, j'ai fini. Juste sur les applications possibles. Un point qui est fondamental, c'est le rêve que ça génère. Vraiment, c'est le rêve. On a organisé 2 congrès avec Jean-François, les 2 premiers congrès sur le sujet à Arcachon, qui avaient très bien marché, qui étaient vraiment, qui avaient suscité beaucoup d'engouement. Il y a les concours étudiants, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Je vous remercie et je vous laisse rêver sur cette planche-là.